Alors, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc pour ce regard croisé là en ouverture de l'après-midi. Le thème qu'on va essayer de traiter aujourd'hui de la façon la plus limpide possible, ça va être le sujet de l'APIisation des données, de leur standardisation. Et surtout, le but, c'est pas d'être technique, mais c'est de parler de l'impact politique en fait de ces sujets techniques, parce que puisqu'on est à Numérique en commun, qui est un événement qui a pour objectif de faire avancer la question de la société numérique, mais en fait, c'est super important que Désolé. Moi, je peux éteindre ça. Je suis désolé. voilà, donc les goûts musicaux de nos speakers sont à jour, ouverts également comme les données de l'événement. Donc, l'événement numérique en commun, un des objectifs principaux, c'est de commencer ensemble à se positionner collectivement sur la société numérique qu'on considère comme désirable, qui nous permettra d'avoir un petit peu des objectifs pour prendre des décisions communes sur tous ces enjeux du numérique. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne bien de quoi il est question. On parle énormément de données ouvertes en ce moment. La question des données, de leur protection et de leur ouverture, tout doucement arrive dans le domaine public. On a un peu parlé avec la réglementation RGPD. On en parle. Les villes elles-mêmes communiquent dessus quand elles ouvrent leurs données. Les différents scandales, Facebook, Cambridge Analytica notamment, cette année, ont mis sur la place publique le fait que nos données personnelles étaient plus ou moins vulnérables. Donc c'est un sujet qu'on commence à bien comprendre, même s'il n'est pas évident et qu'il y a des enjeux un petit peu techniques à comprendre derrière. C'est pour ça qu'on a invité deux personnes. C'est toi, Mehdi, qui va commencer. Donc Mehdi Medjaoui de API for Digital Gov, qui va nous parler de la notion d'APIisation, un terme un petit peu barbare comme ça, mais dont il est expert pour le vulgariser. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et Myriam Bourré, qui va nous parler de... à chaque fois, je confonds. Data Food Consortium, qui propose, en tout cas qui va étudier comment standardiser, avoir des règles pour produire des données, pour faire en sorte de les réconcilier et qu'on soit capable de tous les utiliser, puisqu'on va vers un numérique en commun. Il faut que tout le monde puisse utiliser les mêmes outils. Donc, le principe d'un regard croisé, il y aura d'abord 20 minutes de présentation de Mehdi, de son initiative et du regard qu'il pose sur les API, puis 20 minutes par Myriam, qui nous parlera de Data Food Consortium. Et ensuite, on va animer une petite discussion. Donc l'objectif, c'est de mettre en relief les deux sujets pour pas qu'ils se fassent que se succéder. Et bien sûr, si vous avez des questions, ce sera le moment dans les 20 dernières minutes de les poser. Je laisse la parole à Mehdi sur le sujet des API. Super. Appuyer quelque part. Voilà. Ouais. Bon, donc bonjour à tous et à toutes. On va aller droit au but. Comme ça, on aura du temps pour les questions. J'ai une première question pour vous. Qui sait ce que c'est qu'une API ou a déjà travaillé avec une API dans la salle? Une personne, voilà, quelques personnes. Donc voilà, moi je vais vous faire un bref retour de qu'est-ce que c'est qu'une API et quel est l'enjeu, on va dire, technique, commercial, business, je sais pas comment on dit, voilà, et l'enjeu sociétal qu'il y a derrière. Voilà, l'enjeu sociétal qu'il y a derrière ces interfaces. Donc en attendant que la présentation se charge, mais donc l'API, c'est ce qui permet d'accéder à une donnée ou un service. Voilà, si vous avez lu le livre de Jeremy Rifkin, L'âge de l'accès, voilà, et ben on est vraiment dans cette logique-là où on arrive dans le numérique à une économie où on n'a plus forcément besoin d'avoir les choses en propre, mais maintenant, avoir l'accès à une infrastructure, avoir l'accès à une donnée, avoir l'accès à une technologie, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, techniquement, une API, c'est une interface qui permet à deux systèmes informatiques, deux programmes, deux sites web, deux applications, voilà, de communiquer ensemble de manière interactive, automatisée et programmable. Voilà. Donc c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, donc on arrive dans ce que j'appelle la programmable economy. Alors c'est un terme barbare, mais c'est qu'on va pouvoir programmer les interactions avec d'autres applications
Et en programmant ces interactions, on va pouvoir développer des choses qui se déclenchent automatiquement. Voilà. Un exemple, il y a un site très connu qui s'appelle IFTTT, voilà, If This Then That, où vous pouvez mélanger quelques API. Et l'application qui est la plus utilisée, ça mélange l'API de Météo France, donc l'accès aux données de Météo France, avec des API qui envoient des SMS. Donc c'est vraiment, voilà, il n'y a plus besoin de faire un système d'envoi de SMS. Vous n'avez qu'à programmer l'API d'envoi de SMS d'un autre site, Orange ou autre. Et avec cette petite application, vous mélangez deux API, la météo et le SMS, et vous pouvez dire, s'il pleut dans les 3 prochaines heures, envoie-moi un SMS de me dire de me prendre un parapluie, quoi. Voilà. Donc voilà, on peut s'amuser à connecter des API les unes avec les autres. Mais donc, en fait, les API, ça sert à faire interagir des programmes et des applications ensemble de manière automatisée. Voilà. Et aujourd'hui, des API, il y en a des dizaines de milliers, publics. Voilà, la météo, l'intelligence artificielle. Quand par exemple vous demandez à Siri sur le téléphone ou à Cortana ou n'importe quel assistant quel est le meilleur restaurant de sushi à Nantes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre voix va être envoyée dans le cloud via un service qui est accessible via une API. Donc, voilà. Votre voix va être transformée en texte parce que le service il sait faire ça. Puis ensuite, il y a un autre service qui est spécialisé pour comprendre le texte, de savoir exactement qu'est-ce que vous avez voulu dire, quelle est l'action, le verbe, le complément, ce qu'on appelle du natural language processing. Voilà. Puis ensuite, après, ça va partir dans un autre service qui est une base de données de restaurants, de la restaurant de Nantes, La Fourchette, ou Yelp, ou TripAdvisor, voilà, qui ont des API pour accéder aussi à leur base de données. Et ainsi de suite, Google Maps, qui est aussi une API. Voilà. Donc en fait, il y a une extrême division du travail, si vous voulez, dans le numérique, où chacun fait une chose, le fait très bien, et ouvre une API, ouvre une interface, pour que les autres puissent s'y connecter. Voilà. Donc on est vraiment dans cette logique-là. C'est la division du travail. On a des cordonniers qui sont spécialisés, on a des bouchers, des charcutiers, voilà. Et aujourd'hui, les API, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde numérique. Chacun se spécialise dans un domaine, dans une technologie, dans une source de données, et il va l'ouvrir aux autres pour trouver son écosystème ou trouver sa volonté finale, quoi. Donc voilà. Et il y a un vrai enjeu aussi en termes de commun, parce que si vous voulez, le logiciel, pendant très longtemps, ça a été du logiciel très fermé, ce qu'on appelait des black box. Donc on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, c'était closed source, c'était pas ouvert. Et il y a eu un autre mouvement de l'autre côté, qu'ici, voilà, on connaît bien à Numérique en commun. Il y a eu l'open source, où là, vraiment, le code est révélé et libre. Et vous connaissez les problèmes de financement de l'open source. Et en fait, les API web, notamment, elles ont eu cet aspect où ça permettait de cacher le code derrière une interface. Je n'ai pas besoin de délivrer le code, ou je n'ai pas besoin de le délivrer. Par contre, je donne l'accès au code. Les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans, mais je donne l'accès au code et les gens peuvent l'utiliser de manière semi-ouverte. En tout cas ouverte, mais pas libre. Voilà, c'est un peu, il y a un peu de sémantique à faire là-dedans. Donc voilà, et vu que ça permettait d'ouvrir l'accès sans donner le libre, sans perdre entre guillemets la propriété intellectuelle, il y a eu tout un pan industriel, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais il y a tout un pan industriel des sociétés, même des gouvernements, qui sont lancés en disant je garde un certain contrôle sur la liberté de la donnée ou de la technologie. Par contre, je donne quand même accès pour trouver son utilité finale. Voilà. Donc c'est vraiment entre les deux. Voilà. Donc c'est un point qui était assez important. Donc pour comprendre, il y a un point philosophique assez important. Une API n'est pas la donnée. Une API n'est pas la technologie. C'est l'interface qui donne accès à la technologie. Donc il y a tout un enjeu. Alors, je ne sais pas si on voit un peu ici. Voilà, c'est souvent ce que je dis avec un micro-ondes. Est-ce que vous savez comment marche un micro-ondes derrière la technologie? Quelqu'un sait? Pourquoi ça chauffe les aliments? Une ou deux personnes. Vous savez quoi? C'est très bien que vous le sachiez, mais on n'a pas besoin de le savoir en fait. Parce qu'il suffit que l'interface soit bien faite, tourner voilà, la température, le temps, voilà à peu près, et ça suffit. On peut changer la technologie derrière. L'important, c'est l'interface. Et pour les développeurs qui vont utiliser ces API pour faire des applications, l'important, c'est que l'interface reste constante et que l'interface soit bien pensée. Donc, il n'y a pas besoin forcément de connaître la technologie, le serveur qu'il y a derrière. Voilà, parce qu'on donne l'accès à l'interface. Donc il y a maintenant ce qu'on appelle du design d'API, exactement comme on design des interfaces de micro-ondes. Il y a du design d'API, on va designer les bibliothèques qui permettent d'accéder au logiciel derrière. Je vais juste remonter un tout petit peu. Une autre métaphore que j'utilise souvent, c'est la communication. Je prends l'exemple des menus de restaurant. Quand vous allez dans un restaurant et que vous dites voilà, je voudrais un hamburger. Vous ne demandez pas du pain plus de la viande cuite à un certain degré, plus de la tomate, plus de la salade. Vous faites une requête complète.
Et le serveur, alors là c'est un vrai serveur, mais imaginons on est sur Internet, donc il y a le serveur qui va en cuisine, qui donne votre requête. En cuisine, il mélange tous les aliments, et ensuite il vous ramène la requête directement faite. Voilà. Donc pareil, il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche en cuisine. L'important, c'est de savoir quelles sont les requêtes auxquelles vous pouvez accéder, et quelles sont que vous pouvez demander en cuisine. Et ces requêtes, elles sont toujours structurées en termes de menu. Voilà, et elles n'expliquent pas exactement tous les ingrédients qu'il y a en cuisine, tous les process. Voilà. Donc c'est vraiment cette logique d'interface. C'est toujours pas l'accès à la donnée. C'est pas la donnée ou la technologie. C'est l'accès à la donnée, l'accès à la technologie. Et ça change beaucoup de choses. Une troisième métaphore que je prends souvent, c'est la logique de représentation. Est-ce que vous connaissez ce fameux tableau de René Magritte? Je dis souvent qu'il est français, mais en fait, il est belge. Ceci n'est pas une pipe. Pourquoi? Parce que c'est un dessin, une peinture d'une pipe, on est d'accord. Hein, voilà. Et donc, si vous voulez, il y a tout un aspect de représentation extrêmement important. Donc là, c'est ces trois représentations de la carte des USA. Là, c'est l'aspect météo à gauche, les routes au milieu, et à droite, c'est la classique. Mais si vous voulez, si vous prenez la carte du monde, hein, quand on la met sur une planisphère, les pôles sont extrêmement déformés. Le pôle Nord paraît énorme, le pôle Sud paraît énorme. Le Groenland a l'air géant, plus grand que l'Inde, alors que ce n'est pas vrai. Donc en fait, toute représentation est fausse. Dans tout système, toute représentation est toujours fausse. Par contre, on peut utiliser la représentation pour la mettre dans le contexte de l'utilisateur. Et dans le contexte de l'utilisateur, des représentations peuvent être très utiles. Je prends l'exemple de la cartographie qu'on connaît. La cartographie classique, entre guillemets, c'est la représentation qui s'appelle de Mercator. Mercator, c'est un navigateur. Et en fait, quand nous, on regarde la carte du monde, qui est très européano-centrée, hein, et ben en fait, les angles sont conservés. Donc pourquoi ça se déforme au pôle et pourquoi ça se déforme plus on s'éloigne de l'équateur? Parce qu'en fait, les angles, si vous tracez deux droites, et ben les angles sont conservés sur tout le long de la carte. Donc pour les navigateurs, c'est extrêmement pratique. C'est une représentation faite pour les navigateurs, mais qui est complètement fausse pour notre savoir personnel, quoi. Donc il y a d'autres représentations maintenant, de Peters et d'autres. Et notamment, l'Afrique est à peu près 2 fois plus grande que sur la carte, en vrai, mais on ne le sait pas. Voilà. Donc en termes de représentation, les API, il y a un vrai enjeu derrière. Et quand vous allez représenter des systèmes de données, ou quand vous allez représenter des technologies, eh ben, en fait, vous pouvez jouer avec l'interface. Parce que si vous jouez avec l'interface, si vous faites des interfaces qui sont orientées utilisation de la donnée, eh ben vous allez potentiellement pouvoir faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus facilement acceptable par les développeurs ou par les écosystèmes innovants. Voilà. Donc là, on va parler de standardisation, d'interopérabilité. L'idée, c'est que si on se place dans le contexte de l'utilisateur, on peut avoir des données qui sont très complexes, avec des schémas un peu compliqués, très métiers, très orientés, des cartographes qui font des données pour cartographes. Mais si on les rend plus simples parce qu'on fait une interface mieux réalisée, eh ben, le tout venant, le développeur qui ne connaît pas forcément la cartographie, mais qui, lui, va s'intéresser à d'autres types d'applications, il va pouvoir accéder à ces données et les comprendre. Voilà. Donc, c'est toute cette logique d'interface. Voilà. C'est un peu comme les cockpits d'avion. Si on n'est pas un pilote et qu'on n'a pas appris le manuel, c'est compliqué. Mais un micro-ondes, normalement, ça devrait être à peu près faisable. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée. J'avance un petit peu pour le débat. Il y a tout un aspect composition, parce que on rappelle Siri, hein, mais Siri, je vous avais dit, quand il mélange la voix, les bases de données, c'est environ une centaine d'API qui sont mélangées les unes avec les autres, centaines de services via les API de technologie. Et donc voilà, donc c'est un peu comme des Lego. Voilà, c'est un peu comme des Lego, et là c'est une publicité de Lego que je trouve particulièrement sympa. Hein, quand Lego vend des briques, bah, les gens qui mettent des Lego, ils voient... Alors, je ne sais pas si vous voyez l'ombre, mais l'ombre du Lego à gauche, c'est un bateau, et l'ombre à droite, c'est un avion, ça peut être un oiseau, ça dépend de qui veut quoi. Mais même quand vous allez publier des données ou des technologies via du logiciel, vous allez en faire des interfaces que les gens vont utiliser, mais eux, ils ne verront que la représentation de votre brique, et ils en feront ce qu'ils veulent. Voilà. Donc à droite, c'est un avion, ça peut être un oiseau, ça peut être, je ne sais pas, selon votre imagination, quoi. C'est un peu abstrait, mais quand les sociétés, les gouvernements, les villes qui publient des données sous des formats réutilisables et avec des API bien pensées, ça peut vraiment changer la manière dont elles sont utilisées. Voilà. Parce qu'elles sont dans le contexte du développeur et de l'utilisateur. Donc standardiser, ce n'est pas uniquement faire en sorte que les choses s'imbriquent les unes avec les autres, c'est aussi faire en sorte qu'elles soient extrêmement utilisables. Et ce n'est pas que le format, c'est aussi le design. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je répète, si on fait la métaphore des API et des briques, l'API, c'est que ce qui permet aux briques de se connecter ensemble, ce n'est pas la brique. La brique, la donnée, le service, c'est différent de son interface.
Ceci n'est pas une pipe. Le dernier, c'est ce que j'appelle la distribution. Je prends la métaphore du container. Le container, ça a été un standard qui a été ouvert, qui était fermé au début, puis qui a été ouvert pour devenir international. Voilà. Mais le standard, le container, il a divisé les coûts, enfin, il a baissé les coûts du transport de 96%, les coûts de la logistique. Donc, il a rendu le monde plat. La mondialisation, c'est le container. Les délocalisations, c'est le container. Vraiment, parce que produire n'importe où dans le monde, ça ne coûtait plus rien. On pouvait produire là où le travail n'était pas cher, puisque le coût du transport devenait zéro. Alors qu'avant, le coût du transport, c'était 30 à 40% du produit final. Imaginez un iPhone aujourd'hui qui ne coûte pas 1 000 € mais 1 400 € parce qu'il est produit en Chine. On fait les emplois en France. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le container qui a rendu le monde, qui a mondialisé la planète. Et ben les API, si vous voulez, si on les standardise et si on les rend avec des designs plus standardisés, interopérables, c'est ce qu'on va faire dans le monde du numérique. On va faire que le coût d'intégration des systèmes entre eux va être réduit vers zéro ou très très bas. Donc on va avoir tendance à préférer utiliser ce que les autres ont déjà fait plutôt que de les refaire soi-même. Parce que le coût d'opportunité est très très bas. Comme le coût d'opportunité d'aller produire en Chine dans les années 80 était très bas, entre guillemets, grâce au transport. Donc il faut vraiment comprendre que l'interopérabilité, ça va mondialiser le numérique. Est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va permettre à rendre le monde numérique encore plus petit, et les intégrations encore plus petites. Je prends souvent la métaphore de l'industrie automobile. Donc il y a une extrême division du travail dans les industries qui se fait au cours du temps. C'est ce qui est en train de se faire dans le monde du numérique. Il y a des API pour tout, de météo, de paiement, de données, de cartographie, peu importe. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on estime qu'il y en a à peu près 20 000 ouvertes dans le monde et qu'il y en a des millions dans les entreprises qui sont destinées à être ouvertes. Voilà, des données ou des services qui vont être ouverts. Donc il va y avoir une API apocalypse. Voilà. Et voilà, avec l'enjeu derrière que l'API, c'est l'accès, et certaines organisations vont donner que l'accès et pas la donnée. Donc dans les gouvernements, les collectivités, elles feront les deux, parce qu'elles ont mandaté pour ça. Elles donneront la donnée et une API qui permet de les consommer facilement, et vous aurez le choix, l'idée, sachant que ça leur permet une API, ça leur permet d'être connectés à leurs applications. Quand on télécharge un fichier d'open data, ils perdent contact avec nous. Ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas où est-ce qu'on est, et ça intéresse des gens. Mais eux, ils aimeraient avoir un retour sur leur politique de données publiques. Donc, s'ils font en sorte que les développeurs utilisent l'API, ils sauront combien de fois elle est utilisée, dans quel type d'application, quand, comment, et ils auront un certain contact qui leur permettra de mieux piloter la donnée. Après, voilà, ce sera aux développeurs de décider ce qu'ils préfèrent. Mais si la donnée change, si vous avez accès à l'API qui tourne tout le temps, elle changera dans votre application en temps réel, alors que si c'est un fichier, il faudra le retélécharger pour vérifier. Voilà, c'est juste pour donner une idée. Donc la grande tendance, et je finirai là-dessus, comme ça je respecte mon temps, c'est que les organisations publiques, privées, les indépendants voilà, qui ont de la donnée ou qui font des technologies numériques, petit à petit vont ouvrir leurs API autour de leurs données cœur ou leurs technologies cœur, parce que c'est là que, un peu comme exactement ici, hein, si vous êtes un petit fabricant de boulons, il faut vous ouvrir au monde industriel pour trouver votre destinée. Et consommeront les données des autres organisations via des API. Donc c'est un nom très mauvais que je donne, mais j'appelle ça la B2B Digital Sharing Economy. Chacun va utiliser les données des autres. Mais attention, hein, la donnée, souvent, elle n'est pas libre derrière l'API, derrière l'interface. Donc ce n'est pas totalement sharing, c'est plutôt la location d'accès à la donnée, quoi. Voilà. C'est un peu comme ça. En 2 minutes, les 2 minutes qui me restent, il me reste 3 minutes. Wow. Bon, on va prendre 1 minute de pause alors. Non, je plaisante. Donc il y a des gens qui ont essayé de standardiser les formats de description d'API. Donc c'est des documents qui permettent de décrire les interfaces et qui vont permettre d'automatiser énormément de choses. Voilà. Donc sachez qu'il y a des standards qui se créent. Là, c'est sur la description des API, ce n'est pas le design des API en lui-même. Voilà. Mais ce document, une fois qu'il est réalisé, il permet à beaucoup de gens de pouvoir travailler sur vos données, vos interfaces et à les intégrer dans leurs applications plus facilement. Vous savez qu'il y a eu un enjeu de copyright entre Oracle et Google sur les API. Donc j'ai participé à un projet qui s'appelle API Commons. Donc c'est pour mettre le copyright des API dans le domaine public. Donc si vous déclarez votre API dans le API Commons, voilà, ça évite tous ces problèmes-là. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un écosystème qui se crée autour de ça. Je fais partie je mène, je ne fais même pas partie, mais je mène un projet au niveau européen qui s'appelle APIs for Digital Government. On travaille avec 15 gouvernements européens pour faire
un framework open source de publication d'API. Donc, quand ils publient leurs open data, et en même temps, ils auront la même data, la même donnée, mais publiée sous forme d'API très facilement consommables, automatisées, et qui permettent aux développeurs de faire des choses un peu intéressantes plus facilement. Dernier point, la législation européenne a obligé les banques à ouvrir des API. Donc là, les banques sont en train de se standardiser de force. Il y a plusieurs standards qui sont en compétition, parce que l'Europe n'a pas dit comment faire. Et que les banques savent que la standardisation, c'est aussi le fait de pouvoir changer d'une banque à une autre. Donc ça a un intérêt pour le consommateur, ça n'a pas un intérêt directement pour l'organisation bancaire en tant que telle. Donc c'est une nouvelle réglementation qui s'appelle PSD2. Et en Europe, ils font la guerre des standards maintenant là-dessus. Dans le monde entier, les banques sont en train d'ouvrir, et on pense qu'il y a d'autres industries qui vont ouvrir. Donc il y a en Australie, en Inde, à Singapour, au Japon, au Canada, les USA vont s'y mettre l'année prochaine. Donc sachez que le gouvernement s'y met en obligeant des industries ou des pans entiers de la société à s'ouvrir via les API. Au moins, quitte à pas donner le libre, la propriété intellectuelle, donner l'accès. Ils sont obligés de donner l'accès aux données des utilisateurs. Et un autre projet sur les assurances, qui s'appelle la Open Insurance Initiative, pareil, pour publier des standards d'API au-dessus. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu derrière les standards industriels, open data, gouvernementaux. Et donc on va voir justement avec Myriam quel est cet enjeu. Et puis voilà, ravi si vous avez des questions. Moi je pense qu'un jour on se fera représenter par des API dans le monde numérique. C'est-à-dire qu'on aura un persona, une interface qui renferme qui on est, nos droits, et avec lesquels on pourra interagir. Qui seront notre représentation numérique, automatisée et programmable. Ça ressemble à la science-fiction, mais ça ne l'est pas. Voilà. Mais donc, les interactions qu'on a dans le monde physique se retrouvent dans le monde numérique, notre identité. Le Facebook Connect, c'est une première. Ça permet d'échanger notre donnée numérique de manière automatisée et programmable entre les sites web. Donc ça commence. Voilà, ça a commencé. Et ça va aller de plus en plus loin. Et on va voir avec Myriam comment ça se passe dans le monde de la food, c'est ça? Voilà, super. Merci beaucoup Mehdi. Et en effet, les temps d'interaction, ce sera juste après. Donc après avoir bien compris comment fonctionnaient les API, c'est l'interface, on se penche avec Myriam sur DataFood Consortium, où là l'idée c'est plutôt la donnée, donc pas l'interface, mais la donnée en elle-même, et comment on standardise un petit peu leur production et leur ouverture. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Myriam. Je travaille au quotidien sur un projet qui n'est pas ce projet-là. Mon projet du quotidien, il s'appelle Open Food Network. C'est un logiciel open source de gestion commerciale pour les circuits courts alimentaires, qui est un peu dans l'esprit d'OpenStreetMap, etc., les communautés globales, des communautés locales, etc. Donc, le logiciel Open Food Network, c'est une place de marché assez classique, où un groupement d'achat, un collectif de producteurs va pouvoir créer une boutique en ligne pour organiser ses ventes. Il y a plein de types d'acteurs différents qui vont pouvoir utiliser ce logiciel pour opérer leur activité au quotidien, que ce soit un producteur qui fait de la vente directe, un groupement de producteurs, comme je disais, un groupement d'achat. D'ailleurs, il y a un de nos premiers utilisateurs qui est à Nantes, qui s'appelle Micromarché, la Grande Barre. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, c'est un lieu super à Nantes. Ce qu'on fait, nous, dans Open Food Network, il y en a d'autres qui le font, avec d'autres philosophies, qui portent une vision qui finalement va dans le même sens que la nôtre, mais qui ont fait des choix différents quant au modèle qu'ils cherchent à soutenir. Donc il y a La Ruche qui dit oui, il y a Cagette.net, il y a Panier Local. Il y a un certain nombre d'acteurs dans l'écosystème des circuits courts qui cherchent à développer des outils pour faire en sorte que les circuits courts se développent et deviennent un peu la base du système alimentaire. Donc ce qui nous fédère dans cet écosystème, c'est une vision, un projet politique, j'ai envie de dire, qui est que on cherche tous ensemble à créer un système alimentaire qui permet aux producteurs de gagner un revenu décent, qui est respectueux de la vie sous toutes ses formes, qui permet à chaque individu de manger des produits de qualité qui vont être bons pour sa santé et qui vont être accessibles, donc quel que soit leur niveau de revenu. Donc voilà, nous, c'est tout ce système alimentaire que nous soutenons, et c'est le projet politique que nous portons qui pourrait s'apparenter à un projet que peut porter des collectivités territoriales ou un État. C'est vraiment un projet politique. Pour servir du coup cette vision politique, comme je le disais, on a chacun
des idées différentes. On n'est pas d'accord sur les moyens. Et comme dans la nature, il y a de la biodiversité, nous, il y a de la biodiversité de solutions. Le problème, c'est que toutes ces solutions, elles sont aujourd'hui dans des silos. C'est-à-dire que tous les producteurs qui travaillent, qui utilisent Open Food Network, Open Food France en France du coup, pour vendre leurs produits, leurs données, elles vont être dans le silo d'Open Food France. Tous ceux qui utilisent la ruche qui dit oui, leurs données, elles vont être dans le silo de la ruche qui dit oui. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc je vais vous évoquer quelques cas très concrets pour que vous voyez pourquoi on a des petits problèmes. Donc je vais prendre l'exemple des paysans fromagers nantais. Les paysans fromagers nantais, ils vendent via Micromarché, donc qui organise ces groupements d'achat à Nantes, et donc ils mettent leur catalogue produit dans le silo Open Food Network, Open Food France. Mais ils vendent aussi via un site de vente en ligne de produits bio qui s'appelle Kerbio. Et Kerbio, ils utilisent un autre système qui s'appelle panier local. Donc le producteur, il doit remettre ces informations dans le silo de panier local. Donc déjà, le producteur, il doit saisir 2 fois ces données dans 2 systèmes qui ne vont peut-être pas avoir exactement les mêmes formats, etc. Et ça, il faut imaginer que les paysans fromagers nantais, ils peuvent travailler encore avec d'autres clients qui vont encore utiliser d'autres systèmes. Donc, il y a un enjeu fondamental qui est, si on veut changer l'échelle des circuits courts et que le système alimentaire soit basé sur des circuits courts, à un moment, il va falloir faire en sorte qu'un catalogue producteur puisse, de façon simple, transiter d'une plateforme à l'autre et qu'il puisse pousser son catalogue avec tous les circuits avec lesquels il travaille. Deuxième problème, on manque tous un certain nombre de coopérations commerciales possibles. Voilà. Je vais donner un cas que j'ai expérimenté. J'ai essayé de créer un groupement d'achat dans un espace de coworking à Paris. On avait trouvé un groupement de producteurs qui pouvaient nous livrer des aliments. Donc tous les coworkers commandaient en ligne et toutes les semaines, ils pouvaient recevoir les produits. Sauf que ce groupement de producteurs, il avait son propre système où, au fil de l'eau, en fonction de ce qui leur restait par rapport au panier qu'ils avaient vendu, ils mettaient à jour. Et nous, on fonctionnait par cycle de vente. Et donc, à un moment, on ne pouvait pas juste recevoir une liste et l'intégrer dans notre système. Il aurait fallu qu'on construise un connecteur technique qui fait qu'au fil de l'eau, les produits qui étaient ajoutés dans un système viennent s'ajouter sur l'autre, mais avec des logiques qui sont un petit peu différentes. Et puis, il faut imaginer que nous, c'est une initiative. Donc, si on doit construire un connecteur pour notre initiative, il va falloir construire combien des connecteurs pour l'ensemble du système alimentaire. Et donc tout ça, ça a un coût. Nous, déjà, on n'a pas les moyens. Déjà, d'en construire un, c'est un peu compliqué dans le monde de l'open source parce qu'on a plein de choses à faire. Donc il faut imaginer que si on démultiplie la nécessité de créer ces connecteurs, c'est un peu compliqué. Troisième problème, un des talons d'Achille des circuits courts, c'est la logistique. Chaque petit groupement d'achat, chaque AMAP va avoir tendance à organiser là aussi en silo sa logistique parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas forcément les informations, qu'ils ont des producteurs qui sont proches et qui vont livrer des points proches. Et donc, il y a beaucoup de pertes d'énergie, de ressources, de temps, des producteurs qui vont passer 3 heures pour aller livrer à Paris, 3 heures pour revenir. Donc, il y a vraiment une nécessité d'optimisation de la logistique si on veut que les circuits courts deviennent le modèle de base du système alimentaire. Donc, il y a des pistes de solutions. Il y a des chercheurs qui ont travaillé dans un silo, par exemple, dans le silo de la ruche qui dit oui, par exemple. Il y a un certain nombre de données sur lesquelles on peut imaginer des routes plus optimisées à partir de ces données. Le problème, c'est qu'on peut réfléchir que dans un silo. Pour pouvoir réfléchir en multi-silo, il faut qu'on adopte des logiques. Tu peux passer les slides, du coup. Il faut qu'on adopte des logiques de big data. Donc, imaginez toutes les plateformes que je vous mentionnais, la ruche qui dit oui, Open Food Network, panier local, Cagette, etc. Imaginons que tous ces acteurs ils mettent toutes leurs données dans un pot commun. Et bien là, on a quand même un certain nombre d'informations. On va pouvoir, toutes les données de flux, imaginons qu'on sache à un instant T qu'est-ce qui doit être transporté d'où à où, dans quel volume, est-ce que c'est réfrigéré ou pas. On peut, avec des algorithmes, aujourd'hui on a des algorithmes assez intelligents, on peut imaginer des routes mutualisées qui peuvent faire économiser jusqu'à 60% de CO2. Et pas juste du CO2, les coûts qui vont avec, les temps de transport, la fatigue sur les routes, les bouchons, etc. Tout ce qu'on imagine. Donc voilà, nous, ce qu'on défend, c'est vraiment le projet qui est autour de Data Food Consortium, ces différentes plateformes qui se sont rassemblées pour travailler ensemble sur comment on va dépasser ensemble des enjeux qu'on n'est pas capable de dépasser seul. Et une des pistes de solution, c'est la mutualisation de nos données pour pouvoir créer des services mutualisés. Et moi, je défends l'idée du big data distribué, du big data décentralisé, parce qu'effectivement, celui qui a la possession de ces données, au final, il a quand même pas mal de pouvoir. Et donc, ce qu'on défend, c'est l'idée de partir d'un cas d'usage, d'un besoin, du terrain, et d'inviter les acteurs à partager leurs données
sous une licence spécifique pour un cas d'usage spécifique, pour un temps spécifique. Et la licence, elle va dépendre de l'usage. Et là, c'est important de faire la différence. Peut-être qu'un producteur ne va pas vouloir partager son catalogue en open data parce qu'il n'a pas envie de recevoir tous les jours des coups de fil de clients parce qu'il vend déjà tous ses produits, il est bio et il n'y a pas assez de production en bio, il y a trop de demandes. Donc voilà, tout ça pour dire que le choix de la licence sur les données, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté de chacun de choisir ce qu'il veut pour sa vie. Donc je vous parlais de solutions. Donc comment techniquement on arrive à faire ça? C'est ce qu'on appelle, comme le disait Mehdi, l'interopérabilité. Et il y a plusieurs niveaux dans l'interopérabilité. Tout à l'heure, je vous disais, on va construire un connecteur entre deux plateformes. Ça, c'est vraiment le niveau de base. Et je vais prendre une analogie dans le langage. Par exemple, tu parles anglais, je parle espagnol. On ne parle aucune langue en commune, il va nous falloir un traducteur. Et donc, ça va quand il y a deux groupes qui parlent une langue et qu'on a un traducteur pour deux collectifs. Ce qui se passe dans le monde du logiciel, c'est que chaque logiciel parle sa propre langue. Donc, à l'échelle d'un écosystème, vous imaginez qu'il va falloir embaucher un sacré paquet de traducteurs et que ça a un coût. Ça. La deuxième option, deuxième échelle de l'interopérabilité, c'est le standard de fait. Les pays anglo-saxons étaient assez forts. Ils ont commencé l'histoire fait que l'anglais s'est imposé comme langue internationale des échanges. Et donc, c'est sûr que pour eux, ils ont un avantage compétitif qui est qu'ils n'ont pas à apprendre une langue étrangère. Ils peuvent directement communiquer avec le monde entier. C'est devenu un standard de fait. Troisième niveau dans l'interopérabilité, c'est le standard ouvert. C'est un peu l'utopie de l'espéranto, si on prend cette idée. C'est si chaque acteur apprend juste une langue, de fait, on est capable de parler avec tous les individus du monde, donc quand même avec relativement peu d'efforts. On a juste à apprendre une langue et on peut échanger avec tous les individus du monde. L'interopérabilité, c'est ça, si je prends cette analogie. Et donc je vais continuer. Alors il y a aussi une idée assez forte qui se rapproche de ce qu'on appelle le web distribué, qui est un peu cette nouvelle étape du web qui va dans ce sens que tu évoquais, Mehdi, de l'APIisation. C'est qu'on va séparer les données des applications qu'on fait de ces données. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que tu as pas mal parlé de ça, Mehdi. Je voudrais juste reprendre filer un peu une analogie, deux analogies en parallèle, pour bien vous faire comprendre les enjeux qu'il y a sur le monde numérique qu'on appréhende, je pense, encore relativement peu, même si on commence un peu plus. Déjà, je pense qu'il y a un mythe aujourd'hui, pour moi, sur qu'est-ce que c'est qu'un logiciel. On a tendance à parler d'outils logiciels, et moi, à chaque fois, je dis, ce n'est pas des outils, les logiciels, c'est des infrastructures. Ce sont les routes du monde virtuel. Pour moi, il y a beaucoup dans la nature d'un logiciel, il y a des investissements massifs sur la durée. C'est un peu comme une route, il faut la maintenir en permanence. En permanence, il y a de la dette technique qui s'accumule et qu'il faut résoudre. Ce n'est pas juste un outil, on achète un marteau, il va nous durer pendant 100 ans et puis il va falloir changer le marteau dans 100 ans. Ce n'est pas ça, c'est une infrastructure. Et une infrastructure, c'est aussi incapacitant. Ce qui se passe dans le monde numérique, c'est un peu comme si chaque entreprise de transport devait construire sa route avant de faire circuler son camion. Bon, dans l'espace physique, on est limité par le monde physique, donc ça ne s'est pas fait comme ça. Dans l'espace virtuel, comme on n'a pas cette limite, on n'a pas cette conscience et on construit tous des routes. Il y a à peu près 80%, à mon avis, de fonctionnalités qui sont développées sur les logiciels, qui ne font que redévelopper des choses qui ont déjà été développées par d'autres. Donc effectivement, ça va dans le sens de ce que disait Mehdi aussi, sur finalement créer des modules ensemble et partager ces modules. Donc les logiciels sont les routes, les infrastructures. Les API, du coup, si je file l'analogie, les API, ce sont des échangeurs qui permettent, donc il y a plusieurs chemins, il y a plein de routes. Et l'échangeur routier, ça va permettre de passer d'une route à une autre. Je file l'analogie. Le standard, c'est le code de la route. Si chacun sur la route conduisait de la manière qu'il le souhaite, on aurait du mal à vivre ensemble, à faire société et à circuler ensemble sur la même route. Le standard, c'est du coup une règle qu'on se donne en commun pour utiliser une infrastructure commune. Et donc c'est important de comprendre ça. Si je reprends l'analogie avec la langue, le français est un standard qu'on a adopté dans notre communauté pour pouvoir échanger les uns avec les autres. L'API dans la langue, le fait que je parle et que vous m'entendiez, ma voix et vos oreilles, ce sont les deux points de l'API qui nous permettent de nous connecter et de communiquer ensemble. Mais sans standard, sans une langue commune, comme je disais, on va avoir du mal. Si à chaque fois on doit avoir un traducteur, ça va être un peu compliqué. Et les données, donc ça, juste pour vous montrer ce que c'est qu'un standard appliqué à un monde informatique, c'est la description d'un modèle de données. Donc moi, je le décris comme ça, c'est
Voilà, c'est ça qu'on appelle un standard, un modèle sémantique de notre métier. Les données, ce sont des individus qui circulent sur la route. Et le standard, le code de la route, n'a pas à dire quelle est la couleur des voitures qui vont circuler sur la route. Vous comprenez, pour moi, c'est là où on mélange parfois standard et licence sur les données. Le standard n'a pas à se mêler de la licence, quelque part, des données. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc, et c'est un peu comme si on disait que le contenu du langage, le contenu du message que je vous dis, c'est la langue, c'est le français qui allait définir le contenu du message que j'allais vous délivrer. Le contenu de mon message, c'est les données. Le français, c'est le standard. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et moi, je voudrais sortir un peu du dogmatisme aussi de l'open data, parce que c'est pas à nous de définir. Moi, je suis pour, philosophiquement. Mais c'est l'intimité. Pour moi, la question du choix de la licence, c'est le degré d'intimité. Je peux choisir de partager ouvertement que j'ai mangé des pâtes hier sur Facebook. Je peux choisir de le garder pour moi aussi. C'est pareil. Ma donnée, je suis libre. Si c'est moi qui possède ma donnée, je suis libre d'en faire ce que je veux et de la mettre en open data si je veux, en common data, de la partager pour un usage donné avec une personne donnée parce que j'ai envie de faire quelque chose avec cette personne, et point. Et donc, quels sont les enjeux autour de ces standards ? Donc, comme on dit, c'est un standard qui permet à plein d'acteurs, d'agents d'échanger, de coopérer, de faire ensemble à très large échelle. Donc, c'est absolument structurant pour le bon fonctionnement d'une société. Et donc, de fuir, la question du standard doit être au cœur pour moi de la politique publique. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, comme je disais, c'est un peu le Far West, quoi. Chacun essaye de construire sa route, d'imposer sa route comme la meilleure route. Et c'est important que l'État ne se désengage pas de ses infrastructures numériques et de dire que c'est pas... Parce que le fait que les API Google deviennent des standards que tout le monde utilise, ça donne un certain pouvoir à ces acteurs qui ne sont pas des acteurs qui défendent l'intérêt général. Donc c'est quand même important de voir l'impact potentiel. Et donc l'impact potentiel, c'est un peu ça. Si c'est Google qui écrit le code de la route, vous comprenez qu'en termes de démocratie, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc dernière image, quand on pense à cette société de la troisième révolution industrielle de Rifkin, la société du réseau où il y a plein de hubs, de nodes partout, celui qui a le pouvoir, du coup, c'est celui qui contrôle l'information. Et donc voilà, encore une fois, pour moi, la question des données, c'est la question de notre souveraineté et de notre démocratie. Donc c'est la question des standards et de la gouvernance, surtout des standards et des données, doit être au cœur des politiques publiques. Donc c'est ce qu'on cherche à faire dans DataFood Consortium. On s'est rassemblé donc non seulement avec les acteurs qui portent ces plateformes de systèmes alimentaires, mais aussi avec des logisticiens, avec des instituts publics, pour déjà nous rassembler autour des cas d'usage, définir la gouvernance de ce standard, puisque ça doit être un objet gouverné de façon démocratique. Le code de la route, la loi, la législation, le standard, c'est un peu la loi du monde virtuel. La législation, elle doit être faite de façon démocratique. Et donc, on a écrit le code social de notre consortium ensemble, comment on prend les décisions, comment on rentre, comment on sort, pour garantir cet intérêt général. Et, donc et aussi d'avoir un standard qui puisse être contributif, de sortir de la logique juste représentative où on élit des gens qui vont faire la loi pour nous, mais d'être sur une logique beaucoup plus contributive où on met la loi, on met le standard sur GitHub par exemple, et n'importe qui veut utiliser ce standard mais qui ne s'y retrouve pas pour une raison X ou Y peut faire une proposition d'évolution de ce standard. Ce serait intéressant comme métaphore pour la fabrication des lois d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc comment on construit ce genre de logique contributive, démocratique, ouverte autour d'un standard qui va permettre à tout un écosystème d'opérer, de communiquer et de transformer quelque part la société. Donc, où on en est dans DataFood Consortium, on a fait tout le premier boulot d'alignement des enjeux, de description des cas d'usage, de description donc, de ce standard sémantique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire des développements. Il faut qu'on développe le standard technique, donc cette API qui va permettre d'utiliser ce standard pivot pour que les uns et les autres puissent communiquer ensemble. Et puis, il faut qu'on teste dans la vie réelle. On a écrit le code de la route. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui commencent à circuler pour voir si le code il marche ou il ne marche pas. Et s'il y a des trucs qui ne marchent pas, il faut qu'on itère sur la base des tensions qu'on va rencontrer pour faire évoluer ce standard et pour qu'on fonctionne bien ensemble en société. Et donc ça, c'est des choses, on a besoin de financement pour ça. Et là, parce que ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, on a aujourd'hui 0 financement, donc c'est du temps qu'on passe. Et c'est vrai qu'il y a un moment, là, on vient d'obtenir du coup un financement de la région Île-de-France à hauteur de 150 000 €, mais on cherche la même chose. Donc je passe en même temps une petite annonce.
Donc voilà, c'est ce que je disais, aujourd'hui on est une association de fait, on n'a pas encore formalisé, on est un collectif, on va dire. C'est Open Food Network qui porte administrativement, on va dire, le projet. On a du coup des 2 fondations qui soutiennent Open Food Network, donc indirectement cette activité aussi, la Fondation Massif et la Fondation Daniel et Nina Carasso. La collectivité territoriale, donc l'Île-de-France, a compris qu'à un moment, s'ils veulent diminuer le nombre de camions sur les routes et développer des circuits courts, à un moment, il faut investir dans des standards, parce que si on ne débloque pas ça, on n'arrivera pas en fait à entraîner l'écosystème et à créer des systèmes efficaces. Et donc voilà, donc c'est un petit appel. S'il y a d'autres collectivités où vous connaissez des gens qui peuvent trouver 150 000 ou 200 000 euros, ce serait cool. Voilà. Et donc pour finir quand même, on parlait d'enjeux et de pouvoir. Monsanto, Bayer et tous ces gros, ils ont compris tout ce que je vous ai dit. Toutes ces dernières années, leur stratégie, ils rachètent des boîtes d'algorithmes de big data, d'analyse de données, de big data. En fait, les données, le contrôle des données, le pouvoir sur les données, c'est notre souveraineté, pas juste alimentaire, mais entre autres notre souveraineté alimentaire de demain. Merci. Alors, merci à tous les deux pour ces brillants exposés. Alors, ça met bien en scène le fait qu'on est sur des débats qui sont politiques, et que justement, dans la construction de la société numérique, on doit avoir ces sujets en tête pour se créer une vision collective de ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Comment est-ce qu'on va construire cet avatar virtuel si jamais il arrive concrètement? C'est ça que c'est les questions qui se posent. Peut-être une petite précision que je pourrais vous demander à tous les deux pour commencer, puis peut-être que la salle a des questions aussi, donc on va garder du temps pour ça. Aujourd'hui, à votre avis, si on doit construire cette vision collective, si on doit construire, donc on parle beaucoup du terme de commun ici, qui sont les gens qu'il faut inclure dès aujourd'hui pour décider de tout ça? Il y a une grosse part de vulgarisation dans un premier temps, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais on est déjà entre des gens qui sont un peu conscientisés, qui sont un petit peu dans le sujet. Est-ce qu'on a déjà identifié qui sont les gens qui sont habilités ou dont on veut qui se positionnent sur ces sujets-là au nom de l'intérêt collectif, et donc tout le travail qu'il y a de vulgarisation et d'apprentissage à leur côté? Donc tu parlais très rapidement de API for Digital Governance, mais c'est déjà une petite partie de la réponse, mais plus largement, c'est qui sont les gens qui vont décider de ça pour l'intérêt général? J'aime beaucoup la métaphore de Myriam sur les routes. C'est vraiment, si on me posait la question de la société en disant, mais qui doit décider de l'accès à la rue, quoi? Est-ce que c'est les commerçants? Est-ce que c'est les habitants? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les entreprises? Voilà. Et là, c'est les routes numériques, entre guillemets. C'est les routes numériques et les échangeurs numériques. On peut imaginer ce que c'est que de bloquer un échangeur de route en disant non, là, je décide qui passe ou pas. Donc, le mouvement a été un enjeu politique ces derniers millénaires. Voilà. Et encore aujourd'hui, le mouvement des gens et des populations. Alors, le mouvement des bits et le mouvement des données, c'est le même enjeu, sauf que là où ça a mis 3000 ans à peu près, et on a toujours des problèmes de mouvement de population, enfin, que je dis problème, en tout cas, on ne sait pas résoudre de manière saine tout ça. Sur le numérique, c'est en train de se passer je vais dire 30 ans, ça fait 25 ans qu'on a le web, c'est en train de se passer en 30 ans, quoi. Donc, ça va extrêmement vite. Alors, le logiciel, il a cette faculté qu'il coûte rien. Il coûte beaucoup moins comparé à faire une route. Faire un programme, ça coûte moins cher. Il y a un coût marginal de reproduction du logiciel qui est très faible. On peut le copier facilement s'il est libre, mais on peut le réutiliser, on peut le copier, donc on peut construire encore plus vite aussi. Mais non, donc les acteurs, vraiment, c'est tout le monde. Et moi, je fais une conférence qui s'appelle API Days, dans laquelle on a 2000 personnes chaque année qui viennent parler des sujets API. Et on parle aux développeurs, aux architectes, aux managers, on va dire, côté business. Ça, c'est pour l'aspect entreprise. On parle aux collectivités locales, on parle au gouvernement, enfin aux équipes gouvernementales sur ces sujets. Mais aussi, mon rôle derrière, c'est de parler aux citoyens et de dire, mais attention, je prends un exemple, mais Facebook Cambridge Analytica, c'est un problème d'API, c'est-à-dire que quand les développeurs avaient accès aux données de Facebook via l'API de Facebook, ils pouvaient demander la liste des amis et les données de tous les amis parce que c'était enfermé dans cette API-là. L'API, vous avez vu la métaphore, mais c'est un contrat technique et c'est un contrat légal et commercial. C'est vraiment, les données vont s'échanger à ce moment-là, quoi.
Donc non, c'est vraiment tout le monde. Et moi, voilà, j'invite aussi les citoyens à s'impliquer sur le sujet parce que l'API, c'est l'accès automatisé à sa représentation numérique, qu'elle soit enfermée dans des plateformes ou qu'elle soit via on va dire, ses propres services. Donc malheureusement, c'est un sujet, pour moi, alors, je vois peut-être sous le prisme des API, mais c'est un sujet global, c'est un sujet complet. Et moi, ça doit même arriver au niveau du citoyen qui doit se dire, mais est-ce que vous savez, comme les termes of service des sites web, des conditions générales d'utilisation, où on accepte un peu tout parce qu'on ne lit pas tout, maintenant, il y a des termes of service, des conditions générales d'utilisation des API elles-mêmes. Donc il y a la plateforme et l'API. Et c'est la version programmable et automatisée de la plateforme pour les développeurs. Et il faut regarder ça aussi maintenant. Il faut regarder ça aussi, et déjà qu'on ne le fait pas sur le reste. Voilà, mais donc c'est un peu tous les gens de numérique en commun qu'on a vus aujourd'hui qui sont les premiers pionniers sur ça. Mais malheureusement, pour moi, c'est un sujet global. Malheureusement, c'est tout le monde. Bien sûr, et encore plus loin, c'est tout le monde, mais du coup, comment on fait? Et ça va très très vite. Est-ce qu'on a le temps, les moyens de vulgariser suffisamment ce type de sujet pour que toutes les personnes qui ont un intérêt à être partie prenante dans cette discussion le soient vraiment? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de croire que tout le monde doit s'engager sur tous les sujets. Et donc, je crois beaucoup en la démocratie liquide. Et il ne faut pas que ce soit des politiques qui écrivent les lois. Enfin, en l'occurrence, ce que je trouve intéressant dans DataFood Consortium, et on résiste en fait à intégrer des organes de standardisation classiques, etc. Parce que c'est la communauté qui partage le commun qui doit écrire la loi du commun. Et donc, c'est important, l'État ne doit pas, lui, faire la loi et faire le standard, doit plus garantir le cadre, garantir que les gens qui travaillent sur ce standard ensemble puissent le faire dans de bonnes conditions, donc financer le temps des gens. C'est comme si on disait, les gens qui sont à l'Assemblée nationale et qui font les lois, ils doivent le faire bénévolement sur leur temps. Mais je veux dire, à un moment, il faut manger aussi, quoi. Et nous, on est confrontés à ça aujourd'hui quand on fait de la standardisation pour le bien commun, pour le bien public. C'est difficile d'avoir du soutien. Alors, il y a des collectivités comme la région Île-de-France qui comprennent, mais c'est difficile Pour moi, le rôle de l'État, il est là. Il n'est pas de faire la standardisation lui-même. Par contre, de garantir que ces organes de standardisation qui sont basés sur la démocratie liquide, les acteurs sont intéressés par tel sujet, ils viennent. Nous, c'est ouvert. DataFood Consortium, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir. C'est communautaire. Mais donc de s'assurer que la gouvernance soit vraiment démocratique et ouverte. Ça, c'est des garde-fous que l'État peut mettre pour éviter justement que ce soit un acteur privé pour son intérêt personnel qui organise un truc, que ce soit vraiment quelque chose de démocratique. Mais voilà, moi je crois plutôt à ces formes de démocratie liquide et c'est les gens qui sont concernés et des experts qui vont conseiller, qui doivent se rassembler ensemble. Donc nous, qui est mieux placé que les acteurs des circuits courts pour décrire qu'est-ce que c'est que le métier des circuits courts pour trouver le standard qui correspond à ce métier-là? C'est pas l'État. Et alors, tu prenais l'exemple, via DataFood Consortium, c'est l'exemple des données qui ont attrait à la nourriture, qui sont même pas des données ouvertes pour l'instant, ou en tout cas qui sont pour l'instant des données de personnes morales que sont les structures. Donc si elles l'ouvrent, tant mieux, mais elles peuvent aussi décider de ne pas l'ouvrir. Alors qu'il existe des données ouvertes, les villes, les métropoles, beaucoup d'administrations. On avait Etalab qui était là pendant Numérique en commun, publie énormément de données ouvertes. Quels sont les standards aujourd'hui qui existent, à ta connaissance, pour les données qui sont ouvertes publiquement? Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont ouverts sur lesquels s'appuyer? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Mais il y a une question, pour moi, on ne peut pas dire des standards de données, ça dépend de chaque métier. En fait, il faut comprendre le métier qu'il y a derrière. Par exemple, de partager en open data des données sur la mobilité, il faut comprendre la nature, les concepts des activités derrière la mobilité. Et ça va être la même démarche, mais ça ne va pas être la même logique que nous, le travail qu'on fait autour du métier de la distribution alimentaire. Donc, je pense, voilà, ce qui serait important, par contre, si l'État impose un standard de données parce qu'ils ouvrent en open data, autour de la mobilité, il faut ouvrir un espace, justement, de démocratie pour que les gens qui travaillent sur ces sujets, ensemble, décrivent leur métier. Nous, honnêtement, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble dans DataFood Consortium. On a passé 2 ans uniquement à décrire notre métier commun. C'est con, mais le plus gros du boulot, il est là. Parce que chacun utilise des concepts, utilise des termes, les mêmes termes pour des concepts différents. La ruche qui dit oui, il va appeler cacahuète un truc, nous on va appeler cacahuète un truc, ça va pas être la même chose derrière. Et en plus, on utilise des concepts implicites
on n'a pas mis de mots dessus, mais on les manipule au quotidien. Et donc, le gros du travail dans la standardisation, c'est juste ça. C'est juste de comprendre ce qu'on fait. Quel est le métier commun, quelle est l'activité commune qu'on fait et de se mettre d'accord sur une façon d'exprimer ça ensemble. Moi, je vais pouvoir continuer à appeler cacahuète mon truc, mais je vais savoir que mon truc cacahuète, ça veut dire ça dans le standard pivot. Donc, d'avoir un standard commun, ça ne veut pas dire que chacun ne peut pas avoir son propre standard. Chacun est libre de faire son truc. Mais on se met d'accord sur une façon commune, une représentation commune de notre monde, de notre partie de l'univers, de notre partie du monde. Et si je peux me permettre, je suis d'accord avec ça. Et souvent, on résume ça sous 3 termes. On appelle ça les protocoles, les formats et les vocabulaires. C'est-à-dire quels sont techniquement les protocoles qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va être sur HTTP parce qu'on passe sur le web? Est-ce qu'on va passer sur d'autres protocoles? Quels sont les protocoles de sécurité sur lesquels on se met d'accord? Donc ça, c'est l'aspect plus technique. Quels sont les formats de données? Est-ce que c'est XML, JSON? Voilà, ça c'est plus l'aspect, on va dire, structuration, comment la donnée, sous quel format elle est échangée. Et puis là, ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est les vocabulaires, les ontologies. Toi, tu appelles ça prénom dans ton base de données. Et ça, moi, c'est username, et moi, c'est first name, et moi, c'est given name. Là, c'est un cas commun. Voilà. Et comment est-ce qu'on se réconcilie? Comment on va décider d'un vocabulaire commun, d'un corpus, un corpus sémantique commun pour avancer en tant qu'industrie? Ça ne t'empêchera pas d'appeler d'autres choses de ton côté, mais en tout cas, quand on voudra communiquer ensemble, et j'adore ton dessin, voilà, on utilisera ce langage-là qui sera notre langage commun. Donc protocole, format, vocabulaire, c'est vraiment les 3 piliers de la gouvernance de normalisation, d'interopérabilité ou de standards, en tout cas dans le monde des API. Et je dirais juste un dernier point. La donnée, elle peut être très complexe parce qu'elle est métier, mais ça n'empêche pas, comme on a vu tout à l'heure avec les API, d'avoir différentes représentations. Je prends juste l'exemple d'une banque. Elle avait, vous savez, elles ont des scores pour savoir si on peut emprunter de l'argent ou pas. Bon. Mais donc c'est quelque chose qui est très métier avec leur propre nom, leur propre méthodologie, leur propre vocabulaire. Et ils l'ouvrent qu'à des partenaires très particuliers parce qu'en plus, ça a énormément de valeur. Et il y a certaines banques qui ont fait une nouvelle API. Donc, ils avaient une API pour ça, très métier, très bancaire. Et ils ont ouvert une autre API à des acteurs un peu plus des startups, on va dire. Mais et ils ont fait une API qui donnait juste 3 infos, feu rouge, feu vert, feu orange, pour se dire, voilà, oui, cette personne est solvable, cette personne ne l'est pas, ou attention, cette personne, voilà, faut vérifier, quoi. C'est la même donnée métier, mais 2 interfaces différentes. Une interface métier pour d'autres banques, une interface pour des startups, et vous pouvez multiplier les interfaces autant que vous voulez, parce que ce n'est que la représentation de la donnée qu'il y a derrière. Voilà. Donc vous pouvez jouer aussi dessus, et de faire, dans l'hôtellerie par exemple, ils font la même chose, ils ont des API pour les hôtels, parce qu'ils utilisent certains protocoles, certains formats, certains vocabulaires, au-dessus de la même donnée, et une API pour les compagnies aériennes, parce qu'elles utilisent d'autres protocoles, d'autres formats. Voilà. Pourtant, c'est la même donnée derrière. Donc vous pouvez jouer sur différentes représentations, à partir du moment où vous êtes entendu sur la donnée. Et vous pouvez décider d'une API commune, un protocole, format, vocabulaire commun. Ça, c'est qu'on travaillera ensemble en tant qu'industrie. Mais ça n'empêche pas d'être créatif au-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Donc, on a bien compris que c'était un sujet qui était extrêmement politique, dont on doit s'emparer. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que tout était clair? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses? Mais si c'est... vas-y. Oui, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec l'INRIA. Donc, je voulais savoir un peu avec les labos de recherche, du coup, est-ce qu'il y a des liens qui se font? Est-ce que ça aide un peu à la démarche? Alors, on a discuté avec différents types de chercheurs. Donc là, le dossier qu'on a déposé à l'ADEME et où ils n'ont pas voulu nous financer parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait trop de monde autour du consortium et que c'était un projet de R&D mais que les résultats étaient incertains, sans commentaire. Donc sur ce projet, je vous en dis 2 mots, on a proposé de créer un prototype, donc une application prototype de mutualisation logistique pour les circuits courts, utilisant ce standard sur des cas concrets, donc en sourçant des vraies données de vraies plateformes. Et il y a 2 instituts de recherche qui ont souhaité travailler avec nous, qui nous ont démarché en fait. Il y a les mines, l'école des mines, où ils ont eu ce doctorant qui a travaillé sur les schémas de mutualisation logistique. Et donc, bien sûr, ils ont fait ça avec les données dans un silo, mais ils ont très envie de tester sur des cas à plus large échelle. Donc, l'Institut de recherche des mines était partant. L'IFSTAR, ils voulaient, eux, travailler plus sur la partie socio. OK, on sait que, voilà, parmi toutes ces données, le schéma optimal de logistique, mais
ça ne se fait pas et ça ne se fera pas. Pourquoi ? Pourquoi les producteurs, même s'ils savent que ça va coûter 2 fois moins cher, leur prendre 2 fois moins de temps, émettre 2 fois moins de CO2, s'ils font appel à un transporteur plutôt qu'ils vont eux-mêmes faire leur livraison à leur AMAP, pourquoi ils ne le font pas ? Il y a des freins sociologiques, humains, parce que c'est aussi le fait, tu vois, le rapport au contrôle, le fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne, le fait qu'il y a aussi parfois les producteurs, il y a des micro-mutualisations parce qu'ils emmènent leurs enfants à l'école et qu'en même temps ils livrent des produits. Donc il y a des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui sont importantes d'étudier aussi les freins qui parfois sont légitimes à ces types d'optimisation. Donc on est vraiment sur de la R&D, comprendre. Après l'IFSTAR, l'INRIA était intéressé du coup parce qu'eux aussi dans l'aspect valorisation de recherche, ils travaillent sur des algorithmes de mutualisation logistique et donc forcément ils sont intéressés par ces questions de standards de données parce que tout de suite tu as accès à des données qui sont censées être de qualité puisqu'on se met d'accord sur les standards et qui sont présentées sous un format commun donc facile à analyser. Typiquement un des cas d'usage sur lesquels on a tous partagé qu'il y avait un besoin, c'était le besoin de fournir plein de données pour les chercheurs sur les circuits courts. Et pas que, mais aussi l'INRA. L'INRA cherche à avoir accès à des données pour comprendre ce qui se passe. Et donc nous, et ça typiquement, ce genre de données, on les publiera avec une licence, alors peut-être anonymisée, ou peut-être pas, ou peut-être... Voilà, pour ce cas d'usage, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés à publier beaucoup de données pour des chercheurs. Donc voilà. Mais ils ne financent pas. Mais personne, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je lance un appel. Alors après, voilà, c'est aussi compliqué parce on est tous bénévoles, donc on passe un peu de temps là sur des appels à projets de l'ADEME, mais quand on voit la lourdeur et quand on voit que, je vous dis, c'est le cas réel, hein, l'ADEME, il commence à financer une fois que le projet est fini. Donc c'est gentil, mais à un moment, quand il y a des écosystèmes d'acteurs, entre guillemets, fragiles, hein, parce que l'écosystème des circuits courts, c'est plein de petits acteurs, mais on n'est pas dans l'abondance de Carrefour, quoi. Donc c'est difficile aussi d'aller chercher ce genre de financement où on reçoit l'argent 2 ans après qu'on ait dû assumer tous les coûts du projet. C'est compliqué, quoi. Mais là, du coup, on se pose la question finalement d'initiatives citoyennes bénévoles, du lien avec la recherche, parce que là, c'est quand même une manne de données pour des chercheurs, voilà. Mais comment aussi la recherche, qu'elle aille un peu plus vers les citoyens dans ce genre de solution, quoi. Je pense aussi qu'on a besoin d'aide. Enfin voilà, moi j'essaye de trouver des financements, mais je ne suis pas la personne qui a le plus de connaissances sur comment trouver des sous pour ces projets. Donc c'est aussi un appel à contributeurs. S'il y en a qui veulent nous aider à faire du fundraising, vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est très intéressant parce qu'effectivement, pour moi, la seule échelle pertinente de standardisation, c'est l'échelle internationale. Parce qu'on est dans un monde globalisé. Et donc, après, il faut prototyper. Donc, on a commencé la petite graine, hein, avant de sortir la tête du sol, elle commence à germer dans le sol. Donc, pour l'instant, on est assez informel. Bon, si vous allez sur datafoodconsortium.org et que vous regardez le blog, j'ai documenté chaque étape de ce qu'on a fait, quand même, pour partager. Mais on reçoit des sollicitations. Alors, on est en lien avec une initiative un peu similaire aux Pays-Bas, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se connecte. Il y a un groupe d'activistes aux États-Unis, les Goatech, qui, pareil, ils ont créé sur Discourse, sur des forums en ligne, ils parlent d'interopérabilité, on s'est connecté. Il y a des liens qui sont en train de se mettre en place pour qu'on mutualise aussi nos efforts et nos démarches. Mais c'est l'idée d'un standard ouvert. C'est que nous, on a fait une première brique, eux, peut-être que d'autres ont fait une première brique, on va harmoniser nos briques et puis on va rentrer dans cette démarche où on met ça sur GitHub, on va mettre une gouvernance collaborative et on va avoir des pull requests, des gens qui vont dire moi je rentre pas, alors il faut modifier ça dans le standard. Donc il faut qu'on lance ce genre de démarche, tout à fait. Mais il faut qu'on trouve des sous parce que c'est du temps, ça, de l'animation de communauté. Ouais, mais vas-y, gestion des trucs européens. Non, mais peut-être qu'il faut qu'on aille là-dessus, mais ça me saoule, personnellement. Non, mais franchement. L'ADEME avec la fabrique des mobilités a commencé à penser à la question des communs, donc peut-être qu'il y a aussi... Avec la logistique, on échange pas mal avec Gabriel Passan. Là, ils sont en train de réfléchir. Toujours la problématique du financement des communs qui nous aura beaucoup animé pendant ces 2 jours. Il y avait une question en haut. On va avoir un micro pour... Prenez le micro pour la captation, s'il vous plaît. Exercice physique fait jamais du mal. Donc Massimo De Micheli, association Empreinte Citoyenne. Donc on avait déjà commencé à échanger de manière informelle hier sur la question de la vulgarisation, mais j'irai bien sur un concept qui m'intéresse particulièrement et qui est un guise de considération ou de question, qui est l'implication du citoyen, non seulement dans la logique de l'initiative, mais aussi dans le principe même de la conception en fait de tout ça.
Je m'explique. Enfin, si on n'arrive pas à faire comprendre aux citoyens quels sont les impacts d'une amélioration de la logistique dans son quotidien, lui, il va chercher simplement d'aller acheter ses légumes dans un AMAP tel et tel, et puis ça va s'arrêter là. Donc, si on arrive à faire comprendre au client final quels sont les impacts de toute cette chaîne de conception, peut-être qu'il y aura une logique de demande qui va forcer en fait, les financeurs, ou en tout cas les fournisseurs de ces services, à modifier leur manière d'agir quelque part. Donc, du coup, est-ce que, et c'est une question que je pose, concevable le fait d'impliquer l'utilisateur final aussi dans la conception de l'outil? Et comment dans ces cas-là? Mais s'il n'y a pas d'animation locale sur un projet spécifique d'un territoire, je pense que voilà, il y a du mal à trouver le financement. C'est là où les données sont importantes. C'est pour ça que, par exemple, ce que fait l'Assemblée virtuelle avec le bus sémantique, etc., d'être capable à un moment de... L'individu, au final, il faut réussir à vulgariser et à montrer... Donc c'est vrai que la donnée, si on est capable de montrer, à travers ce projet de recherche, c'était l'idée de montrer, voilà les impacts logistiques de cet écosystème des circuits courts. On a envie d'aller dans cette direction, mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Sur le plan logistique, il y a tel et tel et tel problème. Donc, montrons ça, et après, on dit acheter, c'est voter. Donc, sensibiliser, après, l'individu final, c'est montrer qu'en organisant leur AMAP de cette façon-là, de façon involontaire, ils génèrent une externalité négative. Enfin, ils génèrent un impact qui ne va pas être très positif sur l'aspect logistique. Il est positif sur plein d'autres aspects, mais sur l'aspect logistique, il y a un truc à améliorer. Et donc, de montrer ça, de le rendre visible, et ensuite de dire, voilà, il y a des solutions possibles. Et travaillons ensemble sur les solutions pour créer des systèmes qui soient pérennes et qui soient régénérateurs des sols, de la vie et tout, mais du coup, holistiques, quoi. Mais est-ce que c'est concevable à moyen terme, court terme, long terme, de dire, parce que c'est compliqué de mettre le citoyen dans la discussion déjà, enfin voilà, mais de dire oui, ce produit a été livré au dernier kilomètre, ou en tout cas en logistique, en circuit court, en respectant le standard Open Food Consortium, pour qu'il ait conscience de ça, pour ensuite potentiellement le mettre quelque part et avoir des financeurs. Enfin, on en est très, très, très loin, malheureusement, on en est très loin. Mais ouais, c'est compliqué. Et le problème du standard aussi, si je peux me permettre, mais c'est que soit il n'est pas adopté par les gros et il ne prend pas. En tout cas, j'espère qu'il va prendre, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est compliqué parce qu'ils ne financent pas, les gros acteurs ne vont pas financer. Et le jour où ils financent, en général, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont prendre le marché de cours rapidement et qu'ils vont s'étendre sur le standard, quoi. Parce que le standard, il ne faut pas oublier qu'il enlève l'innovation sur le standard lui-même. Le container, il n'a pas trop changé depuis 45 ans, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a bien marché, hein. Il n'a pas trop changé, c'est toujours une canette en aluminium à peu près rectangulaire. Voilà. Et c'est pour ça. Par contre, il a permis à l'industrie de la logistique mondiale d'exploser. Et c'est les gros acteurs qui ont bénéficié aussi du standard. Les petits, ils ont pu grossir, mais c'est quand même les très très gros qui ont pu bénéficier. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Au moment où tu es financé, attention, c'est peut-être que justement tu es en train de te faire disrupter, quoi. Le fameux mot. Et après, encore une fois, il y a plusieurs échelles. Je veux dire, voilà, pour l'écriture du code de la route, effectivement, tout citoyen peut être concerné, mais il y a d'autres aspects de la loi où ça va être, par exemple, sur des normes sanitaires et où il y a d'autres acteurs qui vont être concernés. Alors, tout le monde potentiellement est concerné par tous les sujets, mais c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la démocratie liquide, de dire qu'il faut à un moment vulgariser, avoir de la transparence sur les lois qui sont écrites, donc sur les différents standards et les enjeux qu'il y a derrière et pourquoi on a besoin d'écrire cette loi. Et que ceux du coup que ça intéresse puissent venir se joindre pour une raison X ou Y. Mais parfois, ça va plus être pertinent d'avoir, typiquement dans cette discussion sur Data Food Consortium, c'est plus intéressant d'avoir des acteurs qui sont à l'échelle des plateformes, qui eux sont en lien avec plein de hubs de distribution, plein d'acteurs des circuits courts, mais pas avec l'individu final, parce que l'individu final, il n'a pas forcément la connaissance sur le métier de la distribution. C'est pas son métier de faire de la distribution à l'acheteur. Et donc, c'est aussi de mettre, enfin voilà, donc d'ouvrir, d'inviter et d'ouvrir et d'être transparent et que chacun puisse à tout moment d'avoir une logique de démocratie ouverte et liquide pour qu'à tout moment, si quelqu'un n'est pas d'accord, il puisse venir s'exprimer et être entendu et pas avoir besoin de se faire élire pour pouvoir dire sa voix, quoi. S'il n'y a plus de questions, on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Donc merci beaucoup pour votre
votre attention pendant cette dernière conférence. Du coup, merci à tous et on se retrouve dans 45 minutes dans ce même auditorium pour la conférence plénière de clôture. Merci et à tout à l'heure. Et si vous voulez en savoir plus sur les API, la conférence API Days 11-12 décembre, voilà, vous êtes invités. Voilà, vous trouvez mon email quelque part et vous avez un ticket gratuit. L'email c'est mehdi, mehdi, @apidays.io. Voilà. C'est toujours 600 € d'économiser.